Salut, c'est Max, bienvenue sur la chaîne. Alors aujourd'hui, je vais te présenter trois entreprises qui pourraient être intéressantes à ajouter à ton portefeuille boursier. Et on commence avec la première entreprise qui n'est autre que CVS Health Corp. Donc en gros, c'est une chaîne de pharmacie aux États-Unis. Donc, comme on peut le voir ici sur nos différents indicateurs, il semblerait ici que la dette long terme ne soit pas maîtrisée. Nous, ce qu'on recherche, c'est vraiment des entreprises avec une dette long terme qui puisse être remboursée en au maximum 5 années de free cash flow. Là, on est plus au niveau du 7 cette année. Après, j'imagine, vu que c'est une chaîne de pharmacie, ils ne sont pas forcément propriétaires de l'ensemble de leur pharmacie, donc ils doivent louer pas mal de bâtiments. Donc pour ça, ça va être très simple. On va regarder ici dans le bilan comptable, on descend au niveau des dettes long terme. On va regarder ici, donc voilà, les dettes long terme correspondent ici à 93 milliards. Et ce que vous avez ici, Non-Current Person of Long-Term Debt and Capital Lease Obligation, ça correspond à quasiment 74 milliards. Donc c'est pas forcément uniquement que les baux de location, mais ça représente du coup quand même une bonne partie de leur dette long terme. Donc si on fait la différence, on a ici 20 milliards. Ces 20 milliards comparés au free cash flow moyen ici qui est de 13, donc voilà, ça veut dire que là plus ou moins l'entreprise pourrait rembourser sa dette long terme en moins de 2 années de free cash flow. Donc là au final la dette long terme de l'entreprise semble plutôt maîtrisée. Il y a toujours ici une croissance du chiffre d'affaires, ok, une croissance du résultat net et une diminution par contre du free cash flow. Donc là, ce qui va être important de comprendre, vous en tant qu'investisseur, c'est comment ça se fait que le chiffre d'affaires a augmenté de quasiment 100 milliards, tandis que le résultat net n'a lui augmenté que de 100 millions, et le free cash flow est lui en diminution de 3,58 milliards. Donc ça, il va vraiment falloir que vous fouillez dans les résultats de cette entreprise. On a ici par contre des indicateurs de rentabilité relativement faiblards, on ne va pas se le cacher. Nous, ce qu'on recherche, c'est au minimum du 12% pour ces trois indicateurs. Là, bon, un ROA de même pas 3%, la rentabilité des capitaux propres qui est à peine de 10, et la métrique que je regarde le plus, la rentabilité des capitaux investis, qui est un tout petit peu plus supérieure à 6. Donc ça, c'est pas forcément terrible. C'est-à-dire que les dirigeants de l'entreprise ne savent pas forcément très bien allouer le capital de l'entreprise. Donc quand je vois ça, la question que je me dis, c'est, vu que l'entreprise, les dirigeants ne savent pas très bien utiliser les capitaux de l'entreprise, alors j'espère que le dividende est relativement important pour que vous, en tant qu'investisseur, puissiez en fait utiliser ce dividende pour l'investir vers d'autres entreprises. Et donc, comme on peut le voir ici, le dividende de l'entreprise est relativement intéressant parce que l'entreprise a versé 3,19 milliards à ses actionnaires, ce qui correspond ici à un rendement de 4,45%. Et ce qu'on va vouloir regarder, c'est est-ce que ce dividende est pérenne dans le temps? Parce que le pire qui pourrait arriver, c'est que vous commenciez à investir sur cette entreprise et qu'ensuite, le dividende soit réduit ou même coupé. Donc pour ce faire, on va faire le ratio entre le dividende payé ici et le free cash flow moyen au cours des 5 dernières années. Donc on va faire nos 3,19 divisé par nos 18,28 fois 100. Et là, ça nous donne 17,4%. C'est-à-dire que le payout ratio de l'entreprise est de 17,4%. En d'autres termes, l'entreprise utilise 17,4% de son free cash flow total pour le verser à ses actionnaires sous forme de dividendes. Et ça, c'est bien. Moi, personnellement, ce que je recherche, c'est vraiment des entreprises avec un payout ratio d'au maximum 50%. Donc là, dites-vous bien que le dividende de cette entreprise est pérenne dans le temps et pourra être largement augmenté d'année en année. Hop. Et au niveau des marges, bon bah là des marges relativement faibles, marge brute de 15% et des marges nettes ici de 2%. L'entreprise rachète un tout petit peu ses actions, donc au cours des 5 dernières années, on est à un peu plus de 3% d'actions rachetées. Ok. Donc comme on peut le voir ici, c'est une entreprise plutôt mitigée. On va dire qu'il n'y a plus forcément beaucoup de croissance et l'entreprise ne sait pas très bien utiliser son argent. Par contre, si tu es un investisseur sur les dividendes, ça reste une entreprise relativement solide. Donc maintenant, on va regarder rapidement ce que pensent les analystes. Eux déjà, ils s'attendent ici à une croissance du bénéfice par action supérieure à 10% annualisé. Ok, c'est plutôt pas mal. Et au niveau de son chiffre d'affaires, des croissances relativement faibles, compris, on va dire, entre 4 et 6%. Ok, donc maintenant, on va utiliser notre outil pour savoir à quel prix vous pourriez acheter cette entreprise. Donc moi, j'ai fait directement ici mes propres estimations. Hop, entre 2 et 6%. Ici, des marges nettes, comme vous pouvez le voir, très faibles, aux alentours des 2%. Donc j'ai mis entre 1,75 et 2,75. Les marges sur free cash flow sont, elles, plus intéressantes.
Donc sauf cette année où elles sont en chute, mais sinon elles oscillaient entre 4 et 5%, donc moi je mets 3, 4, 5. Un peu RPCF, bon bah là l'entreprise ne mérite pas forcément un gros premium, hein, parce que de 1, il n'y a pas forcément une croissance du chiffre d'affaires très importante, et en plus, la rentabilité des capitaux investis n'est pas exceptionnelle. Et là pour l'instant j'ai mis que 9%, comme pourrait le faire un indice de référence, comme le S&P 500. On analyse, ça nous donne quoi? Bah voilà, ça nous donne ces chiffres. En gros, si tu te fies aux marges sur le free cash flow, et que tu crois aux estimations, bah, n'importe quelles estimations, que ce soit les estimations pessimistes ici, réalistes ou optimistes, tu pourrais acheter l'entreprise tous les jours et tu réaliserais un rendement d'au minimum ici 17% annualisé. Après, là, on ne va pas se cacher, on ne se met pas de marge de sécurité. Si maintenant, on se met nos marges de 12, 13,5 et 15 qu'on analyse, bah, dans ce cas-là, tu pourrais toujours acheter l'entreprise jusqu'à, on va dire, allez, 76 $ si tu penses aux estimations basses. Et réaliser un rendement de minimum 12% annualisé. Donc voilà, donc c'est une entreprise pas forcément exceptionnelle, mais qui reste intéressante pour les investisseurs via des dividendes. Maintenant, la seconde entreprise que je vais te présenter, c'est Monster Beverage. Donc tu la connais probablement avec sa boisson éponyme Monster Energy. Donc c'est une entreprise avec des fondamentaux très solides, comme on peut le voir ici, une dette long terme. C'est comme si ça n'existait pas en fait, hein. Il faut un trimestre à l'entreprise pour rembourser l'intégralité de sa dette long terme. Ici, une croissance toujours de son chiffre d'affaires, c'est parfait, de son résultat net, nickel, et de son free cash flow. Ok, parfait. Des indicateurs de rentabilité ici, exceptionnels. Franchement, comme je vous disais, au minimum, nous c'est du 12%, là, eux, on est au minimum à 14%, c'est nickel. Et en plus, l'entreprise rachète ses actions, pas forcément beaucoup. Après, quand on voit ici le prix sur le free cash flow de 36 et le PER ici de 31, au final, c'est pas plus mal que l'entreprise rachète très peu d'actions parce que l'entreprise semble actuellement relativement chère. Elle ne verse pas de dividendes, ok. Et ici, des marges brutes, des marges brutes ici de plus de 50%, ce qui est pas mal, et des marges nettes, intéressantes, hein, supérieures à 22%, ok. Donc là, comme on peut le voir ici, c'est une entreprise très solide. Maintenant, les analystes, eux, ils s'attendent à quoi? Ils s'attendent déjà à une croissance ici du bénéfice par action relativement important. Pareil, supérieur à aller aux alentours des... Annualisé, on doit être à 12-13%, ok. Et au niveau du chiffre d'affaires, ici, des croissances, allez, compris probablement entre 8 à 10%, ok. Donc moi, j'ai fait encore mes estimations, compris entre 6 et 10% de croissance du chiffre d'affaires au cours des 10 prochaines années, ok. Ce type de marge, donc comme on peut le voir, des marges sur free cash flow un peu plus faiblardes que les marges nettes, ok. Un peu RPCF, là je me suis permis de mettre entre 18 et 22, pourquoi? Tout simplement que une croissance entre 6 et 10%, c'est pas mauvais, c'est plutôt pas trop mal, et surtout un retour sur les capitaux investis supérieur à 14%, ça c'est nickel. On analyse tout ça, ça nous donne quoi? Ça nous donne ces chiffres. Donc comme on pouvait s'y attendre, l'entreprise semble actuellement surévaluée. Maintenant, il est toujours important de mettre ses marges de sécurité. Moi, si je mets les miennes de 12, 13,5 et 15, on analyse et ça nous donne quoi? Voilà, ça nous donne ces chiffres. Donc pour ma part, Monster Energy, c'est une entreprise, Monster Beverage, c'est une entreprise que j'apprécie. Cependant, je la trouve actuellement surévaluée. Donc moi, personnellement, je vais attendre qu'elle chute. Moi, je me suis mis un prix sur ma wishlist ici à 27 $. Et si elle chute à ce prix-là, il y a de grandes chances que je rentre en position sur cette entreprise. Donc maintenant, on va analyser notre troisième et dernière entreprise. Mais juste avant, si tu n'es pas abonné à notre chaîne, je t'invite à le faire. Tu seras notifié des prochaines vidéos que nous sortirons. Et en plus, ça permet de nous soutenir. Et donc pour finir, on va analyser l'entreprise du coup The Walt Disney. Donc là, je pense qu'il n'y a même pas besoin de présenter cette entreprise. Donc là, quand on voit nos différents indicateurs, là, je pense que ça vous fait peur directement. Une dette long terme là, pas du tout maîtrisée. On est à 22. Une croissance du chiffre d'affaires, ça c'est bien. Par contre, un résultat net qui est négatif de quasiment moins 4 milliards. Par contre, un free cash flow en augmentation de 8 milliards. Ok. L'entreprise dit légèrement ses actionnaires. Ici 1% au cours des 5 dernières années, c'est pas très important. Et regardez ici des rentabilités, des indicateurs de rentabilité, mais franchement, comme si l'entreprise ne savait pas utiliser l'argent qu'elle possédait.
Au niveau de ces marges, là c'est pareil, hein, des marges brutes de 35% et des marges nettes ici de même pas 3%. Ok, donc comme on peut le voir ici, l'entreprise comme ça ne fait pas très rêver. Cependant, attention, ce qu'il est très important que tu comprennes, je ne sais pas si tu avais un peu analysé cette entreprise avant le Covid, mais Walt Disney, c'était une excellente entreprise. C'est juste que depuis le Covid, l'entreprise a été énormément impactée et elle a du mal à revenir à ses niveaux d'antan. Cependant, on remarque quand même depuis les 2 dernières années que l'entreprise commence à de nouveau être de plus en plus impactante. Et donc, moi, je crois en fait au retour personnellement de Disneyland. Et donc, c'est pour cette raison que c'est une entreprise que je surveille de près. Si on regarde ici les estimations des analystes, regardez bien quand même une croissance ici de son bénéfice par action qui passerait de, même pas 5 dollars par action à quasiment 8 dollars. Donc quand on regarde ici, c'est des fortes croissances quand même, pour une entreprise où là on regardait, il y avait très peu de croissance du chiffre d'affaires. Et quand on voit ici un chiffre d'affaires qui passerait de 92 milliards à 112 milliards, donc ce qui n'est pas dégueulasse, et ce qui correspond ici à une croissance aux alentours des 4% annualisés. Donc maintenant, si j'utilise ici moi mon outil pour analyser cette entreprise, donc là j'ai mis des croissances comprises entre 2 et 6, donc comme peuvent s'attendre les analystes, 6% ça me paraît peut-être compliqué à réaliser. Par contre 4% c'est tout à fait possible, surtout comme on voit ici, là des croissances de 2,5% au cours de la dernière année, par contre au cours des 5 dernières années et 10 dernières années on était supérieur à 6%. Au niveau des marges, donc là regardez bien à quel point les marges ont été impactées pour cette entreprise et c'est vraiment là le levier qu'on va pouvoir avoir avec Disneyland. Au cours des 10 dernières années on avait des marges supérieures à 8%. Au cours des 5 dernières années, ils ont chuté à même pas 3%. Et là, cette année, quand on regarde les marges nettes, on n'est même pas à 2%. Mais comme on peut le voir ici, là, les marges sur free cash flow commencent à se rattraper. Si on regarde rapidement les marges qu'avait l'entreprise nette là, avant le Covid. Par exemple, je sais pas, on va prendre par exemple 2014. On va en faire plusieurs. 2014, le résultat net, donc ici, était de 7 milliards 50. Si on divise par le chiffre d'affaires de 48 milliards, fois 100, on est ici à des marges de 15%. On va prendre, 1 sur 2 là, on va prendre en 2016, 9,39, divisé par ici nos 55, fois 100, là une augmentation. De 15, on était passé à 17. Et on va prendre la dernière en 2018, 12,60, divisé par 59, fois 100, 21. Donc, comme vous voyez, on est passé quand même à des marges supérieures à 15%, à actuellement des marges qui étaient de même pas, ici 2%. Donc moi je crois au fait que Disney va de nouveau récupérer ses marges. Alors peut-être pas quand même, elle va peut-être pas réussir à récupérer ses marges de, 20%. Mais je pense qu'elle est tout à fait capable de réaliser des marges compris entre 10% et 14%. Donc c'est pour cette raison que moi j'ai mis ces marges relativement importantes si vous vous fiez aux 5 dernières années. Maintenant au niveau du PER et du PCF, on va pas se cacher, mais Disneyland ça reste une marque forte. Si actuellement je vous donnais, du coup c'est quoi le prix actuellement, voilà. Si actuellement je vous donnais 179 milliards pour expliquer un Disneyland, je pense que vous aurez énormément de mal à de nouveau créer les différents parcs et faire en sorte que vos parcs soient aussi attractifs que ceux de Disneyland. Pareil, vous auriez énormément de mal à proposer un catalogue tel que peut proposer Disney+. Donc pour cette raison, moi j'estime que Disneyland mérite un certain premium. Je lui ai mis que de 17 pour l'instant à 21 parce qu'on est quand même toujours en incertitude. On ne va pas se cacher, on ne sait pas quand l'entreprise réussira à récupérer ses marges. Donc c'est pour cette raison que j'ai mis que ça, mais je peux tout à fait comprendre que si vous en tant qu'investisseur vous souhaitez mettre des marges de 19 par exemple, 21 et 23 ou même 20, 22, 24, je serais même pas étonné. Et on met pour l'instant un rendement uniquement de 9% annualisé. On analyse tout ça, ça nous donne quoi? Ça nous donne ces chiffres. Donc actuellement, en se fiant uniquement à un rendement comme pour aller faire un indice, l'entreprise Disneyland serait achetable si vous croyez aux estimations réalistes et optimistes. Cependant, si vous pensez que les estimations pessimistes se réaliseront, dans ce cas-là, il faudrait attendre que l'entreprise chute à, on va dire ici, 75 $.
Sauf que, encore une fois, attention, vous investissez sur une entreprise individuelle, donc il est important de se mettre des marges de sécurité, parce que personne n'est en mesure de prédire l'avenir. Donc pour ma part, je mets toujours mes 12, 13,5 et 15. Si on analyse, eh ben, ça nous donne voilà, ces chiffres. Donc actuellement, l'entreprise Disneyland serait achetable si vous croyez aux estimations optimistes. Par contre, pour les estimations pessimistes ou réalistes, il faudra attendre que l'entreprise chute à 60 ou 80 dollars. Donc moi, personnellement, je pense sincèrement que mes estimations réalistes sont tout à fait probables qu'elles se réalisent au cours des 10 prochaines années. Donc moi, pour ma part, je vais ajuster ici mon prix d'achat sur ma watchlist à 80 dollars. Et si l'entreprise chute à 80 dollars, il y a de fortes chances que je rentre en position dessus. Donc voilà, c'était la présentation de 3 entreprises que je trouve moi personnellement intéressantes. N'hésite pas toi à me dire dans les commentaires, est-ce que tu es investisseur d'une de ces sociétés ou au contraire, est-ce que tu aimerais bien devenir investisseur d'une de ces entreprises? C'était Maxime, dans tous les cas on se retrouve dans une prochaine vidéo. Ciao!